Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique, d'abord sans spoiler puis avec, de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Je dois vous avouer que j'ai eu bien du mal à mettre en forme le ressenti que j'ai eu en voyant ce film, et j'ai dû prendre le plus de recul possible pour réussir à faire le tri entre mes propres attentes et celles que pouvait avoir un spectateur qui n'était pas aussi investi que moi dans les théories. Quoi qu'il en soit, je serai honnête vis-à-vis de vous quant à mon ressenti sur le film, et puis souvenez-vous justement que personne n'a fondamentalement tort ou raison, et que ce n'est pas si grave, ce n'est qu'un film. Malheureusement, je dois bien avouer que ma première réaction à la toute fin de la projection des Derniers Jedi, ça a été la déception. Maintenant, avec quelques heures de recul, je dirais que c'est un film moyen. Et je sais bien, le problème avec le terme moyen, c'est que finalement ça ne dit pas grand-chose d'intéressant, d'autant plus que ce résultat mitigé est le résultat de la collision entre des éléments très forts, aussi bien en positif qu'en négatif. Et c'est d'ailleurs ce qui en fera, je pense, un film très polarisant, avec de fervents défenseurs et d'aussi fervents détracteurs. Du côté positif, c'est un film qui affiche de grandes ambitions, notamment de par sa prise de risque, en cassant des codes qui sont non seulement ceux de Star Wars, mais au-delà, qui appartiennent à la fiction de manière générale. Et de ce point de vue, on peut dire que le film échappe au plus grand défaut qui avait été reproché à l'éveil de la Force, à savoir plus ou moins copier un des films de la trilogie originale. Dans le positif toujours, il y a des séquences qui sont vraiment très réussies dans ce film, et parmi elles la séquence d'ouverture qui m'a franchement vendu du rêve, avec une scène d'action qui est maîtrisée, lisible, héroïque, qui n'oublie pas l'échelle humaine et qui se double d'une véritable maestria visuelle. Dans le positif, encore et toujours, on a 2 ou 3 acteurs qui sont tout simplement très bons. Je ne pensais pas dire ça, mais le premier, c'est Adam Driver, qui est super convaincant en Kylo Ren, alors que dans The Force Awakens, je n'avais absolument pas accroché au personnage. Et du coup, il passe de faiblesse potentielle pour toute cette nouvelle trilogie à gros atouts, et ça, c'est vachement bien. Il y avait aussi pour moi Mark Hamill, grand plaisir de revoir Luke à l'écran, même si c'est pour donner une version du personnage qui ne m'a pas vraiment convaincu, mais j'en parlerai plus tard. Et enfin Daisy Ridley, qui était déjà pour moi le gros point positif de l'éveil de la Force. Mais toutes ces énergies positives, tout ce bon boulot, a de mon point de vue été pourri par des décisions scénaristiques mal avisées, voire carrément foireuses. Bien évidemment, il sera plus simple d'aller dans le détail dans la partie spoiler de cette critique, mais disons que pour certains personnages, j'ai trouvé leurs aventures presque inutiles, inintéressantes, et surtout rythmées par la chance plutôt que par les choix des personnages. Et pour quelques autres personnages encore, de mon humble avis, qui est subjectif, encore une fois évidemment, eh bien il s'agit tout simplement d'une façon irrespectueuse de les traiter vis-à-vis de la saga, vis-à-vis du point de vue de certains fans, et puis une façon qui relève aussi tout simplement du gâchis. En gros, j'ai ressenti de façon très dommageable qu'aucune histoire vraiment solide n'avait été écrite à l'avance pour l'ensemble de la trilogie, et que ce deuxième volet était en train d'improviser sur ce qu'avait proposé l'éveil de la Force, et qu'il avait un pied sur le cadavre de certaines attentes légitimes, et qu'il était en train de se marrer. Et quand je dis ça, ce n'est pas juste de la subjectivité pure et dure, puisque l'une des phrases de Kylo Ren, qu'on a déjà entendue dans la bande-annonce, « Laisse mourir le passé », s'applique carrément bien à l'approche retenue par le réalisateur Rian Johnson. Au moins il assume, c'est déjà ça. Dernier point négatif avant d'entrer dans la partie spoiler de la critique, eh bien c'est au sujet de l'humour. Alors je trouve personnellement que l'humour a toujours fait partie de l'ADN de la saga Star Wars, du coup en trouver ne me choque pas du tout. Par contre dans celui-ci il y en a beaucoup, alors à certains moments ça va, c'est réussi, mais à d'autres ça m'a gêné et ça m'a empêché de m'investir émotionnellement dans le film, parce que pour ça j'ai quelquefois besoin que le film se prenne un minimum au sérieux. Et de ce point de vue, ce qui m'a le plus gêné, sans entrer dans les spoilers encore une fois, c'est un personnage qui devient un ressort comique, alors que franchement il ne devrait pas en être un, et puis aussi une petite allusion sexuelle dans une scène qui était complètement déplacée, what the fuck, et qui n'était pas intéressante. Et pour ce qui est des créatures, si vous vous posez la question, notamment sur les porgs, j'ai envie de dire que de toute façon, bof, on sait très bien que les créatures bizarres, ça fait partie du décor, du cahier des charges, du kit marketing de la saga Star Wars, du coup ça ne me choque pas plus que ça qu'il y en ait, et puis bon, les porgs, même s'ils ne servent pas à grand chose, feront marrer les enfants, donc... Bon, on va passer aux choses sérieuses. Après cette phrase, on entre dans la partie spoiler de cette critique, du coup, si vous n'avez pas encore vu le film, il est temps de déguerpir, vous êtes prévenus. Pour revenir quand même sur ce qui est réussi dans ce film, avant de plonger tête baissée dans mes déceptions, j'ai envie de revenir sur la bataille spatiale qui ouvre le film. Comme je vous l'ai dit, visuellement c'est vachement réussi, mais il y a aussi un message porté qui n'est pas inintéressant. De ce côté-là, le film utilise intelligemment le personnage de Poe Dameron pour critiquer un archétype ultra dominant du cinéma américain, on va dire des 70 dernières années, à savoir le mec sans peur, doué, à la gâchette facile, qui va finalement tout résoudre par la violence.
La destruction du Dreadnought nous fait ressentir sans doute mieux que les autres films Star Wars la douleur des pertes humaines qu'implique la résistance, la rébellion, avec notamment le sacrifice de Paige, la sœur de Rose. Et le seul film vraiment comparable dans ce type de propos est un film très récent, puisqu'il s'agit de Rogue One. Heureusement, le personnage de Poe Dameron, que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, n'est ni fermé ni enfermé dans cette dénonciation de certaines facilités scénaristiques, de cette tête brûlée, qui va arriver à une happy end en dézinguant tout le monde. Le personnage de Poe Dameron reste intéressant car il n'est pas unidimensionnel, il ne faut pas se voiler la face, dans une activité comme celle de la rébellion, on ne va pas faire de l'angélisme pacifiste, on a vraiment besoin de gens qui sont capables de tuer d'autres gens, les gens du Nouvel Ordre en l'occurrence, et puis aussi il y a forcément des pertes humaines. Il faut donc bien des personnages de la trempe de Poe Dameron, mais on nous montre que du coup il n'est pas forcément le chef idéal pour la rébellion, en tout cas dans l'état d'esprit qui est le sien au début du film. Et c'est au contact de Leia Organa et de la vice-amiral Holdo que Poe Dameron va comprendre qu'il faut faire preuve parfois de prudence, de subtilité, et surtout toujours garder en tête la préservation de la vie de ses troupes. Cette évolution du personnage, de sa façon de voir les choses, devient évidente lorsqu'il donne l'ordre à leur escadrille de décrocher lors de la bataille sur la planète de Krayt, et qu'ils ont face à eux le fameux canon bélier qui doit détruire la porte blindée de la base rebelle. D'un autre point de vue, on peut dire que cet état d'esprit est aussi parfaitement résumé par l'action de Rose qui vient empêcher Finn de se sacrifier pour détruire le fameux canon, et avec le leitmotiv selon lequel il faut se battre pour défendre ce qu'on aime plutôt que pour détruire ce qu'on déteste. Mais bon, maintenant que j'ai dit ça, je dois avouer que personnellement, moi je trouvais ça super classe et super tragique, ce sacrifice de Finn, et que du coup elle m'a un petit peu gâché mon moment, alors faut croire que le message qu'elle portait ne m'a pas complètement touché. Et puis j'en profite pour souligner au passage que cette espèce de début de love story entre Finn et Rose, ça ne tient pas du tout la route. Un peu dans le même genre, dans une thématique proche en tout cas, je n'ai pas du tout apprécié la naïveté grotesque des propos qu'on nous sert concernant les marchands d'armes sur la planète Casino. On a notamment le hacker DJ, joué par Benicio del Toro, qui dans son vaisseau volé va montrer à Finn que le propriétaire du vaisseau, qui est un marchand d'armes, en vend aussi bien au Premier Ordre qu'à la Rébellion. Mais alors quel est le message? Que les armes c'est pas bien, que la guerre c'est mal? Et je trouve que ce message est d'autant plus ridicule qu'un peu plus tard, le personnage de Benicio del Toro profite de cette moralité un peu grise pour faire un truc complètement dégueulasse, à savoir vendre au Premier Ordre l'information sur les navettes d'évacuation. Et oui, c'est comme ça, Star Wars c'est manichéen, il y a des salopards, il y a des gentils, pas la peine de faire semblant de poser des questions qui ne mènent nulle part, dans le contexte c'est juste ridicule. Et d'ailleurs, pour être franc, toute l'escapade de Finn et Rose sont pour moi un des énormes points faibles du film. On dirait tout simplement que le réalisateur ne savait pas quoi faire faire à leur personnage. Et du coup, ils se retrouvent embarqués dans des péripéties qui n'ont ni queue ni tête, qui sont uniquement rythmées par le hasard, jamais par ce qu'ils décident de faire. On a juste BB-8 qui les sauve une quinzaine de fois, et puis même le hacker, il le rencontre par hasard en tôle. Ah tiens, d'ailleurs, au passage, ça me fait penser que Finn tue le capitaine Phasma, là. Du coup, elle a été complètement inutile dans ce film, tout comme elle avait été inutile dans le premier. Ah si, petite utilité, prouver contre un tir de blaster l'utilité de son armure. De mon point de vue, le seul point positif de toute la partie qui concerne Finn et Rose, c'est de montrer que les missions du dernier espoir qui n'ont qu'une chance sur 1000 de réussir ont effectivement 999 risques sur 1000 d'échouer, et d'ailleurs c'est ce qui arrive puisque tout ce qu'ils ont fait ne servira finalement à rien. Alors oui, c'est vrai, on peut considérer que c'est une façon assez maligne pour le film de se moquer de certains clichés du film d'action en général, mais plutôt que de jouer au malin, j'aurais préféré que le film soit capable de nous rendre ses péripéties plus intéressantes. Pour nuancer juste un petit peu, parce que c'est bien de nuancer parfois, c'est vrai que la fin du film nous montre que les actions de Finn et Rose ont convaincu au moins un petit garçon, en tout cas suscité une vocation de rejoindre plus tard la rébellion. Voilà. Pour revenir au scénario du film, d'un point de vue plus général, il est quand même assez étonnant qu'en 2h30, c'est le plus long des films Star Wars, finalement il ne couvre pas grand chose du côté des rebelles, on a juste une course-poursuite spatiale et pas grand chose de plus. D'ailleurs pour les connaisseurs, toute cette première partie peut carrément faire penser à la première saison de l'excellente série Battlestar Galactica, mais l'avantage d'une série, c'est qu'elle a le temps de développer ses personnages. A contrario, le film est obligé de créer un espèce de faux suspense sur la base de l'incompréhension entre la vice-amirale Holdo et Poe Dameron. En effet, la vice-amirale aux cheveux violets, dans l'idée de cacher son plan jusqu'au dernier moment, c'est quand même un petit peu débile. Il est grand temps de venir à ce qui m'a le plus déçu dans ce film. On a donc Rian Johnson, le réalisateur, qui veut tuer le passé, plus ou moins, si je paraphrase, et donc qui nous flingue non seulement Snoke, mais aussi Luke Skywalker,
Déjà qu'on avait perdu Han Solo, ça commence à faire beaucoup. Et c'est d'autant plus vrai avec la disparition de Carrie Fisher, même si le réalisateur ne pouvait pas le deviner à l'avance, évidemment. Du coup, parmi les gens de la vieille garde, on va dire, il ne reste plus que Chewie et les droïdes pour faire un peu de figuration. Et toute cette volonté de couper avec le passé est d'autant plus ironique pour moi que l'un des meilleurs passages du film, de mon point de vue, c'est lorsque Luke visite le cockpit du Faucon Millenium et qu'on a R2-D2 qui lui montre à nouveau le message que Leia avait envoyé à Obi-Wan Kenobi pour le convaincre d'enfin aider sa sœur. En gros, j'ai trouvé que c'est quand le film s'appuyait justement sur l'historique de la saga qu'il était le plus pertinent, et c'est peut-être un petit peu dommage quand le propos principal du film semble être plutôt de réinventer quelque chose. Concernant le leader suprême Snoke, quel nom débile déjà, enfin bon ça c'est pas grave, j'ai été complètement frustré qu'il meure de cette façon sans qu'on en apprenne rien de plus sur son passé, sur ses motivations. Alors si jamais vous avez un doute, je vous arrête tout de suite, je me fous complètement d'avoir eu totalement tort dans les théories que j'avais pu présenter dans diverses vidéos, mais ce qui m'a vraiment énervé, c'est que le film ne propose rien en retour à la place de ces théories qui étaient complètement à côté de la plaque. En termes de lore, de développement du mythe, de la force, il n'y a rien, il n'y a que du vent, on n'a même pas l'explication de l'espèce de symbole qui ressemble un peu au yin-yang et qui apparaît dans la caverne de Luke Skywalker. On a juste un vague rappel de la part de Luke sur ce qu'on sait depuis une éternité, à savoir que la force correspond à ce qui relie entre eux les éléments qui composent la nature et l'univers. Franchement, je pense que Snoke, malgré son nom, avait le potentiel d'être un personnage fascinant, mais alors tu m'étonnes qu'il n'ait ni Darth Plagueis ni un Wills, je pense que les gars n'ont même pas pris la peine de lui écrire un véritable historique, et ça je trouve ça fou. Et donc il meurt comme une merde, comme un caca en robe de soirée. Alors oui, je sais, super, ça permet de faire évoluer le personnage de Ben, de Kylo Ren, mais ok, quel foutage de gueule par rapport à Snoke quand même. Comme on nous le présente dans ce film, Snoke était donc un vieux crétin lambda avec juste des pouvoirs de ouf dans la force, mais qui est mort par arrogance, alors que tout son physique nous laissait supposer qu'il avait pourtant déjà survécu à des trucs atroces. Et je ne parle même pas des chevaliers de Ren, alors eux complètement passés aux oubliettes. Toujours sur le mythe, la Force et les Jedi, c'était évidemment une excellente idée de faire apparaître Yoda, mais le faire revenir pour cramer des livres, vraiment, sérieusement? Cette action de Yoda, quel message profond ça peut donner quand on y réfléchit au moins un petit peu? Alors il est tout content, Rey n'a reçu aucun entraînement, mais il crame des livres plurimillénaires, faut croire qu'il est passé à la liseuse. Le film avait une formidable occasion de mieux définir la Force, d'aller plus loin dans les préceptes Jedi, dans la redéfinition de l'ordre et de son code. Mais cette occasion est totalement gâchée, ratée. À la place, on a quelques généralités un petit peu à la con quand même sur le fardeau du maître qui doit transmettre la torche à son élève, sauf que Rey n'a été l'élève de personne, elle n'a rien appris. Bon du coup, Rey, parlons-en, je pense que c'est un bon choix du film que de ne plus parler de ces conneries de midi-chloriens là qui définissaient comme une espèce d'élite génétique ceux pouvant accéder à la force, ça heureusement. Et c'est bien aussi, je pense qu'au final, elle ne soit la fille de personne en particulier, ça faisait d'ailleurs partie des théories depuis longtemps. Enfin, si on prend en compte le fait qu'évidemment elle est une élue de la force, moi, ça me semble assez clair avec ce que nous présente le film en tout cas. Oui, parce que je ne pense pas que c'est juste une fille qui est super balèze dans la force, juste par hasard ou par accident, non, c'est une élue de la force. Et quand on voit cette infinité de reflets de Rey dans la grotte souterraine sous l'île, je pense que c'est à la fois pour évoquer la multiplicité des chemins qui viennent des choix possibles dans sa vie, mais aussi pour nous indiquer qu'elle s'inscrit dans une espèce de longue lignée d'élus de la force. Et oui, comme le dit Snoke lui-même, qui a quand même l'air de s'y connaître un petit peu dans la force, eh bien il savait qu'en faisant surgir un champion du côté obscur en la personne de Kylo Ren, eh bien la force s'arrangerait pour en faire surgir un autre du côté lumineux, et donc c'est Rey. Venons-en à Luke maintenant, et Mark Hamill a déclaré qu'il était initialement complètement opposé à la vision des choses que lui proposait le réalisateur pour son personnage, et franchement ça ne m'étonne pas. Alors oui, ok, j'admets absolument sans problème qu'il est parfaitement normal que Luke ait été vraiment traumatisé par la perte de son neveu Ben au côté obscur, c'était à la fois sa faute et celle de Snoke, mais quand même qu'il refuse de venir en aide à sa sœur, à ses amis, ça ne tient pas debout. Et ce fameux passage de Luke, qui était sur le point donc de tuer son propre apprenti, son propre neveu dans son sommeil, alors oui, ça donne un petit peu d'ambivalence au personnage, mais avec tout ce qu'on connaît de lui des films précédents, je ne trouve quand même pas ça très crédible. Quoi qu'il en soit, toute cette partie de l'histoire, la façon dont Ben a été retourné par Snoke, ça vient encore souligner une fois de plus l'importance de Snoke, sa puissance, et on ne sait rien de plus sur lui, frustration, frustration. Et puis on arrive enfin à la mort de Luke. Alors le fait de choisir de le tuer ne me choque pas spécialement, mais je pense que cette mort a été légèrement gâchée. Avant d'aller plus loin sur ce sujet, je dois quand même dire que j'ai apprécié que le film nous mette en image ce que Luke annonçait dès le début à Rey, à savoir que lui tout seul avec son sabre laser face à toutes les forces réunies du Premier Ordre, ça relève de l'illusion.
Et une illusion, c'est précisément ce que nous offre la fin, avec cette projection astrale par la force d'un Luke avec une barbe mieux taillée, moins grisonnante, seul face au Premier Ordre. Et je dois dire que je comprends parfaitement la volonté de ne pas transformer à l'écran Luke en espèce de machine de guerre qui massacrerait à tour de bras des dizaines ou des centaines de soldats, mais il y a une partie de mon âme, alors je ne sais pas si c'est l'âme d'enfant ou l'âme de bourrin ou un petit peu des deux, qui aurait quand même largement souhaité un véritable combat pour Luke, au moins un. Et je trouve qu'en guise de mort héroïque, grappiller 10 minutes pour permettre à 12 personnes de se barrer, c'est un peu léger pour un personnage légendaire. Concernant les pouvoirs de la force à l'écran, le fait que leur utilisation soit largement élargie, ça ne m'a pas vraiment choqué, mais par contre, la scène de Leia dans l'espace, c'était juste mal pensé. En effet, je pense qu'il aurait été plus subtil et plus intéressant de nous la montrer en train d'utiliser la force pour échapper de justesse aux conséquences de l'explosion, d'échapper à l'appel de l'espace, du vide, et peut-être de tenter, peut-être en vain, de sauver quelqu'un, par exemple ce pauvre amiral Akbar. Alors voilà toutes les raisons qui ont suscité ma déception. Heureusement, il reste une bonne dynamique entre Kylo et Rey. On peut dire qu'ils reconnaissent leurs particularités, qui fait de chacun d'eux des solitaires par obligation. Et puis ces deux-là nous ont offert un combat visuellement intéressant avec la garde prétorienne du leader suprême Snoke, même si, malgré toute la beauté de cette chorégraphie, j'ai trouvé que ça manquait d'intensité puisqu'on avait déjà le leader suprême en morceaux au pied de son trône par terre. Ce qui me gêne et m'inquiète un peu, en revanche, en termes de potentiel pour la suite, pour le dernier épisode, dans ce duo d'ennemis que sont Rey et Kylo, c'est le fait qu'on a déjà vu Rey, sans aucun entraînement, sans qu'elle ait jamais touché un sabre laser, mettre une petite correction à Kylo Ren dans l'épisode 7. Et du coup, je crains qu'il soit un peu difficile de faire véritablement passer Kylo Ren pour une menace concrète. Il est colérique, il commet des erreurs, il s'est déjà fait battre. C'est pas facile à gérer. Pour la suite, on peut imaginer par exemple qu'il y aurait une sorte de guerre de succession à la tête du Premier Ordre. On a déjà les prémices de ça dans le film, entre le général Hux et Kylo Ren. Alors au sujet de Hux, il était un espèce de ressort comique dans le film, je n'ai pas trop compris pourquoi, même si j'avoue que le fait de l'appeler Hugs par Poe Dameron au début, ça m'a fait sourire, on va dire. Mais en tout cas, ça donnerait une petite chance à la rébellion, puisque maintenant leurs effectifs se résument au contenu d'un minibus. Un dernier mot sur les quelques éléments cachés que j'ai réussi à capter avec un seul visionnage du film. Il y en a trois. Alors le premier, c'est Gareth Edwards, le réalisateur de Rogue One, qu'on voit dans une tranchée sur Crate. Il y a aussi Justin Theroux, qui est l'interprète principal de l'excellente série The Leftovers, que je vous recommande vraiment, et qui joue le rôle du hacker qui avait été conseillé aux héros, à Finn et à Rose, par Maz Kanata. Et enfin, le dernier élément, c'est un espèce de monstre marin qu'on peut distinguer entre les flots, au second plan derrière Rey, alors qu'elle suit Luke, qui est en train de grimper sur l'île. Si ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, et puis évidemment, exprimez vos avis dans les commentaires sous la vidéo, mais en étant respectueux les uns des autres, c'est quand même mieux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, salut!